Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire fascinante, celle de la seigneurie de Léon. C'est l'histoire d'un territoire féodal qui est devenu une véritable puissance au cœur de la Bretagne médiévale. Et la question de départ, elle est assez simple mais vertigineuse. Comment est-ce qu'une seule famille a réussi à construire son propre État dans l'État? Une entité quasi indépendante, super influente, en pleine France médiévale. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début, à la naissance de cette seigneurie. Alors, tout commence, comme souvent, par une querelle de famille à la fin du XIIe siècle. La seigneurie, en fait, c'est un morceau de la vicomté de Léon qui est donné au fils cadet, un peu comme un lot de consolation après une révolte. Et c'est super important parce que ça veut dire qu'il partait avec un handicap, il avait tout à prouver. Le vrai tournant, c'est en 1363. Là, par le jeu des mariages, la seigneurie tombe dans l'escarcelle de la richissime maison de Rohan. Et ce sont eux, les Rohan, qui vont vraiment changer la donne. Vers 1530, ils décident carrément de s'autoproclamer prince de Léon. C'était une façon de dire « ici, les maîtres, c'est nous ». Maintenant, regardons d'un peu plus près la carte. Pour bien se rendre compte de la puissance de ce territoire, il faut voir son étendue et sa position. Plus de 60 paroisses et trèves. Pour l'époque, c'est tout simplement énorme. Faut imaginer un immense patchwork de terres, de villages, de communautés, tout ça contrôlé par une seule et même famille. On ne parle pas d'un petit fief de campagne, là. C'était une vraie puissance régionale. Et ce territoire, attention, il n'était pas du tout isolé. Bien au contraire, il était littéralement cerné par d'autres puissances. On avait les juridictions du roi à Brest et Morlaix, les terres de l'évêque juste à côté, la très influente abbaye du Relecq, bref, un voisinage, disons, compliqué. Et ça voulait dire une chose. Il fallait constamment jouer des coudes, négocier, se battre. Une lutte d'influence de tous les instants. Comme toute puissance qui se respecte, la principauté avait ses centres névralgiques. Et dans son cas, il y en avait deux, avec deux visages très différents. C'est ça qui est fascinant, cette dualité. D'un côté, on a Landerneau, c'est le pôle économique, le port de commerce animé, une ville ouverte, pas fortifiée, où se trouvaient l'administration et les tribunaux, et de l'autre, la Roche-Maurice. Là, c'est tout l'inverse. C'est le bastion militaire, la forteresse imprenable, le symbole du pouvoir féodal pur et dur. On a donc d'un côté le commerce et la justice, et de l'autre, la force brute. Et pour bien comprendre l'importance de ce château, il suffit d'écouter ce qu'en disait Jean II de Rohan lui-même en 1479. Pour lui, c'était le château le plus puissant de toute la Bretagne, rien que ça. Ce n'était pas juste une forteresse parmi d'autres, c'était vraiment perçu comme le pilier de leur puissance militaire. Bon, avoir un grand territoire et un château fort, c'est bien. Mais comment on gère tout ça au quotidien? Et surtout, comment on s'enrichit? Eh bien, le rouage essentiel de l'administration, c'était les prévôts. Imaginez des sortes de managers locaux, souvent issus de la petite noblesse du coin. Leur boulot, aller sur le terrain et collecter les rentes et les amendes. Mais le système était malin. Pour les motiver, on leur laissait un dixième de tout ce qu'ils ramassaient. Une commission en quelque sorte. Autant dire qu'ils étaient très efficaces. Alors d'où venait l'argent concrètement? Bon, il y avait les revenus de base, les loyers fixes sur les terres et les maisons. Classique. Mais là où les Rohan étaient très forts, c'est qu'ils avaient la main sur toute l'économie. Ils prélevaient une taxe sur absolument tout. Les moulins, les fours, les marchés, les ports, les forêts. Et ce n'est pas tout. La justice aussi était une source de profit, avec les amendes et les frais de tribunal. Même la défense du territoire était taxée. C'était une machine incroyablement bien huilée pour aspirer les richesses de toute la seigneurie. Mais voilà, comme souvent dans l'histoire des grandes puissances, rien ne dure éternellement. Et l'histoire de la principauté de Léon va, elle aussi, connaître un tournant. Le début de la fin, il arrive au XVIIe siècle. La famille de Rohan, de plus en plus puissante, est attirée par les lumières de la cour à Paris. Ils s'y installent, se rapprochent du roi et délaissent peu à peu leurs terres en Bretagne. Résultat, les châteaux, y compris le fameux La Roche-Maurice, ne sont plus entretenus. Dès les années 1640, on les décrit comme à moitié en ruine. Le symbole de leur pouvoir, leur forteresse invincible, s'effondre littéralement. Le cœur de leur puissance s'est déplacé et la Bretagne n'est plus qu'une possession lointaine. Et ça nous laisse avec une question assez mélancolique finalement. Quand une puissance comme celle-ci disparaît, quand les châteaux ne sont plus que des ruines et que les seigneurs sont partis, qu'est-ce qu'il en reste? Des archives, bien sûr, des pierres, mais surtout le souvenir d'une époque révolue où une seule famille avait réussi à se tailler un royaume à sa mesure.